Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la consternation totale après le drame survenu à l'école publique d'Ekoudou, à Yaoundé. Tout est parti d'une pièce de théâtre pour enfants, ambiance lumineuse, la gestion des personnages avait même captivé l'intérêt des enfants. Contre toute attente, la comédie a viré au cauchemar, bousculade, panique et des encadreurs débordés. Le bilan officiel est lourd, 4 enfants tués et 9 grièvement blessés. Les familles choquées sont effondrées devant une telle tragédie. Élisée Bogba et Ike Cyril. Au quartier Bricoterie à Yaoundé, la famille Mariamou est inconsolable. Moi, je ne sais pas. J'ai seulement envoyé l'enfant à l'école. On est venu m'appeler que voilà, l'enfant est tombé. Je ne sais pas. On a vu notre enfant dès qu'on a mis dans la voiture, on était là. On a vu quand on transférait l'enfant à l'hôpital, on demande, vous amenez l'enfant où on dit à urgence. Arrivant urgent à l'hôpital central, on cherche. C'est là, alors on dit que l'enfant est là-bas couché aux fondations. On part là-bas, on trouve que l'enfant est déjà parti. Ibrahim Djibril, 8 ans, était élève au cours préparatoire à l'école publique d'Ekoudou. Sur les circonstances de son décès, la direction de l'établissement ne dit pas grand-chose. Je n'ai même pas presque vécu la scène parce que moi j'entrais et quand on vient m'appeler, je trouve les enfants couchés, c'est tout. Depuis là, je n'ai pas traversé le portail. Je suis ici en tant que responsable. L'un des élèves ayant vécu la scène parle d'une pièce théâtrale représentée en classe de CE2 et pour laquelle chaque enfant devait payer 100 francs CFA. On a dit qu'on a mis 500 francs pour acheter les billets d'entrée. Après on nous a donné les billets. Après les autres enfants qui ont payé et entré. Et nous on est resté derrière, on nous a dit qu'on attend. Les autres finissent avant qu'on entre. Après quand on a dit que les enfants qui n'ont pas payé ne regardent pas. Maintenant on prend la chicotte, les gens qui organisent ça, ils prennent la chicotte. Et commencent à chasser les enfants. Après les enfants commencent à tomber. On petite les petits enfants, là, les autres tombent vanille. Des propos corroborés par le vigile de l'établissement. À un moment donné, je vois les gens qui font le théâtre, ils sont venus entrer dans la salle. Ils ont fait le tour dans la salle, récupérer ce qu'ils ont payé avec le ticket en main. On a allié les enfants ici, en temps dehors, puisqu'ils s'étaient pleins là-bas dans la salle de classe. À un moment donné, je vois comment ma directrice de groupe 4, elle est courue là en pleurant, elle est venue m'arrêter, elle est venue tomber devant moi. Je demande à madame, il y avait quoi? Elle me dit qu'il y a les enfants qui sont en train de mourir là-bas. Une bousculade s'est donc produite pendant la représentation théâtrale et a provoqué une situation de sauve qui peut. L'établissement est vidé de tous ses élèves pendant que les forces de l'ordre sont déployées à l'extérieur. La situation immaîtrisable à la section francophone de l'école publique d'Ekoudou provoque une panique générale à la section anglophone juste à côté. C'est la bousculade au portail. Chaque parent veut récupérer son enfant. J'étais à la maison, je comprends que peut-être il y a un petit problème ici à l'établissement de mes enfants ici. Moi, je ne suis pas encore au courant de ce qui s'est passé parce que je suis quitté brusquement pour venir ici. Ici, là, on veut récupérer nos enfants. Les forces de l'ordre, on ne veut pas entrer. Donc, même si c'est avec la guerre, on doit entrer là pour récupérer nos enfants. Sur le nombre d'élèves décédés à l'école publique d'Ekoudou à Yaoundé, chacun y va de son commentaire. On a entendu que sur place, même il y avait d'abord 4 morts. Et les autres là, on les a amenés à l'hôpital. La population fait fort. Il y a eu au moins plus de 10 morts là-bas en haut. Toujours est-il qu'une enquête a été ouverte et sur place à l'établissement, les responsables ont commencé à être auditionnés. Ils sont exaspérés au bout de 9 mois de travail acharné dans les bananeraies, 9 mois de travail sans salaire. C'est la condition de travail de ces ouvriers du centre
africain de recherche sur la banane plantain installé à Djombe. Ils ont manifesté ce matin pour dénoncer des conditions de travail inhumaines. Ils déplorent des arriérés de salaire, environ 9 mois d'arriérés de salaire selon ces ouvriers qui ont manifesté. L'administration prise au fait de ce mouvement d'humeur a exhorté les grévistes à prendre leur mal en patience. Je vous parlais donc de ce reportage de Jacques Molland et Auréole Choumi sur les conditions de travail des ouvriers du Centre africain de recherche sur la banane plantain. Nous y reviendrons. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour un ancien directeur général d'une entreprise publique et un ancien recteur d'université, deux personnalités qui seraient placées sous mandat de dépôt au provisoire. L'information circule depuis ce soir. Yaoundé qui est tendu depuis l'annonce de la reprise de l'opération Épervier, la lutte anti-corruption qui affecte déjà plusieurs personnalités publiques qui ont été des gestionnaires au sommet de l'État et à la tête de plusieurs entreprises publiques. Du coup, le silence est glacial dans le sérail, ambiance morose racontée par nos reporters Guy Zogo et Emmanuel Diop. Alors qu'on la croyait assoupie, l'opération Épervier semble être repartie avec plus de force, de nombreuses personnalités du sérail se retrouvant dans son viseur. Sur ces affaires, que de chefs d'accusation qui fleurissent, notamment à travers les réseaux sociaux et les conversations officieuses où il est question de beaucoup de milliards et de victimes déjà condamnées et surtout sans aucune défense. On aurait pu s'attendre à ce que les autorités en charge des questions judiciaires, en l'occurrence le ministre de la Justice et les magistrats habilités à instruire ces affaires, communiquent sur les charges retenues contre les mises en cause, mais il n'en est rien. C'est un silence assourdissant qui répond loin de tous les usages en la matière. En tous les cas, c'est une mécanique suffisamment éprouvée dans le cadre de l'opération Épervier. Depuis son lancement, l'épée de Damoclès s'abat régulièrement sur les accusés qu'on voit jeter en pâture avant que les premiers actes des juges commencent à démêler les chevaux, parfois loin des premières accusations qu'on aura entendues. Derrière cette épais mur de silence, on se croirait parfois en plein dans les purges staliniennes où l'opinion savait très peu des crimes des accusés avant leur exécution. Je vous le disais à l'instant, un ancien recteur d'université et ancien directeur général d'une entreprise publique placé sous mandat de dépôt au provisoire à Yaoundé. L'information n'est pas encore officielle. Les proches de ces personnalités n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette mise en détention provisoire, elle aussi pas encore confirmée officiellement. Parlons à présent des parlementaires malawites qui séjournent à Yaoundé. L'application des règles de bonne gouvernance favorise une meilleure élaboration, adoption et exécution des lois de finances. Les parlementaires malawites ont ainsi partagé leur expérience avec des députés camerounais, membres de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale. Sur ce modèle malawite, je vous propose à présent de suivre le vice-président de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale, l'honorable député Joshua Ossi. Le budget de l'État se passe sur 9 semaines, contrairement aux 3-4 jours qui nous sont réservés, ou aux 45 jours que la loi nous réserve. Ça donne le temps à toutes les commissions de l'Assemblée nationale d'examiner les parties du budget qui les concernent aussi et faire un rapport dessus. Nous avons par exemple appris que le processus budgétaire au Malawi est participatif, dont le ministre des Finances rencontre les populations à la base. Ils ont 26 districts, donc chaque année il choisit 4 au hasard, où il va rencontrer les populations à la base. Ces populations les aident à définir les priorités budgétaires. Il rencontre aussi les organisations de la société civile. Ils rencontrent ensuite toutes les grandes entreprises qui payent l'essentiel des impôts pour discuter de l'orientation du budget et surtout des recettes attendues. Et ensuite, ils s'assoient avec la commission du budget et des finances de l'Assemblée
pour discuter encore une fois avant de commencer à produire son budget. Donc nous pensons que c'est des choses qu'on pourrait implémenter ici chez nous sans changer même la loi. Nous avons beaucoup appris et il est important de comprendre que le Malawi est très en avance sur plusieurs points quand il s'agit du contrôle d'action gouvernementale et des finances publiques. Évoquons une fois de plus le cri de colère de ces ouvriers du Centre africain de recherche sur les bananiers et plantains installés à Njombe. Ils ont déjà effectué 9 mois de travail acharné dans les bananeraies sans salaire. Ils ont dénoncé ces conditions de travail durant des manifestations survenues ce jour du côté de Njombe. Jacques Molon et Auréole Tchoumi. Je ne sais pas ce que je vais devenir dans ce pays que bien nous regarde. Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Le Cameroun de qui? La colère, le désarroi, l'expression difficile. Je suis malade, je n'ai plus moyen de me soigner. Alors que j'ai rendu beaucoup de services dans ce pays. Le dernier salaire perçu par les employés du Centre africain de recherche sur bananiers et plantains de Njombe remonte au mois de juillet 2017. Nous avons les arriérés de salaire. Avant ces arriérés de salaire, même nous avons d'autres arriérés qui datent depuis l'an 2000. On n'a jamais eu. Et cette fois-ci, nous sommes à 9 mois sans salaire. Vous-même, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire à une famille. Passer 9 mois sans salaire. Que deviendront nos enfants qui ne sont pas en train de fréquenter maintenant? Pour la cinquantaine d'ouvriers du Carbap, il y a longtemps que le ciel a cessé d'être bleu. Plus de primes de rendement, aucune prise en charge maladie et la situation va de mal en pire. Nous sommes présentement là comme si nous n'étions même pas des Camerounais, alors que nous avons aussi droit à l'épanouissement. C'est vrai que souvent on nous aide à nous prêtant de l'argent, puisque quand on te soigne, après tu rembourses. Mais cette fois-ci, il n'y a même plus ça. Il n'y a plus de prise en charge, rien. Donc tu tombes malade, même sans salaire, il faut que tu cherches l'argent toi-même pour te soigner. La direction générale reconnaît les faits dans leur entièreté, mais d'où mur, elle promet. Et vous les avez vécus avec suffisamment de grandeur, avec suffisamment d'honneur jusqu'à présent. Donc patientez juste un peu pour qu'on en sorte de façon indéfinie. Même la nature n'est plus généreuse pour ce centre. Arbres et bananiers, eux aussi, ont plié sous le poids du temps. Les démons du passé ressurgissent dans la vie de Nicolas Sarkozy. L'ex-président français est interrogé depuis 48 heures sur un possible financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. L'ancien président clame son innocence, mais des informations ne cessent de l'accabler sur ces financements dont l'origine serait du défunt guide libyen Muammar Kadhafi. Un tel scandale qui replonge l'opinion africaine dans le méandre de la France-Afrique et le financement occulte des candidats français aux différentes élections présidentielles. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. C'est avec une résonance certaine que les démêlés judiciaires de Nicolas Sarkozy retentissent en Afrique et interpellent les consciences sur la nature des relations que la France entretient avec les pays africains, sachant que ces relations ne devraient en principe reposer que sur un jeu d'intérêts. Kadhafi se trouve dans une situation particulière, celle d'un isolement sur le plan international. Et Sarkozy lui offrait la possibilité de s'insérer une fois de plus à nouveau sur la scène internationale. Et on peut comprendre que ce sont des arrangements qui ont été faits. Kadhafi a fait un placement qu'il a réussi d'ailleurs, parce qu'on se souvient encore de l'accueil de Kadhafi à l'Élysée. Il faut dire que les relations internationales sont déterminées par les intérêts des États. Et dans ce moment, Kadhafi avait intérêt à ce que Sarkozy devienne président de la République, et Sarkozy l'a rendu très bien. Alors maintenant, quelle est la leçon qu'on peut tirer des rapports entre l'Afrique et la France? C'est que les rapports incestueux, malheureusement, aboutissent toujours à des conclusions qui ne sont pas toujours à l'avantage des États africains. Parce qu'il faut bien rappeler que Sarkozy a eu le temps de finir son mandat, et que l'instruction, s'il y a instruction jamais intervient 10 ans après les faits. Si la relation incestueuse Sarkozy-Kadhafi parle une fois de plus à l'Afrique, l'historien des relations internationales pense qu'il serait utopique d'envisager une rupture de la France-Afrique. En revanche, à la lumière des expériences vécues jusqu'ici, ces relations méritent plus que jamais d'être repensées et reconsidérées. Il s'agit peut-être de revoir, de reconfigurer les rapports entre l'Afrique
et la France. Parce que l'Afrique aura toujours besoin de la France en tant que l'un des piliers de l'Union européenne, et la France, vice-versa, la France a besoin de l'Afrique. Maintenant, il faut réorganiser, il faut restructurer les rapports pour les mettre dans le sens des intérêts des États. Et tant que ces rapports pourront préserver les intérêts des États africains, il n'y a pas de mal à ce que ces rapports s'établissent pendant très longtemps. Mais imaginez la rupture des rapports entre l'Afrique et la France relève de l'imaginaire, vraiment je dirais même de la fantasmagorie. Parce que les rapports entre États existeront toujours, il revient aux États de défendre les intérêts sur la scène internationale. Mais au-delà de tout, l'enseignant pense que ce scandale pose sur la table la problématique des sources de financement des partis politiques. Est-ce qu'au nom d'une élection, est-ce qu'au nom d'une victoire qu'on envisage, il est possible de faire appel à des financements occultes? Bien évidemment, cette problématique nous interpelle dans le contexte qui est le nôtre, celui sénatorial. Est-ce que pour les élections sénatoriales, les candidats à cette institution, il leur est permis de solliciter les financements occultes? Eh bien, la réponse aujourd'hui est non. Mais restons prudents, on reste dans le cadre d'une garde à vue qui peut aboutir à l'arrestation pure et saine de Nicolas Sarkozy, ou qui peut aboutir également à une mise en examen. Et là, la mise en examen sera la preuve que le financement occulte des élections des partis politiques est, comme son nom l'indique, est condamné. Le débat enfle alors que Nicolas Sarkozy est sur le point de passer sa deuxième nuit en garde à vue. Malgré des difficultés d'ordre technique, des jeunes Camerounais ont tenu à exposer le savoir-faire lors des journées portes ouvertes au lycée technique de Loum dans le département du Mungo. Je vous propose de découvrir ce lycée dans ce reportage de Nadine Guanfo et Isabelle Carole Zoupet. Journée portes ouvertes, vitrine de la professionnalisation des enseignements secondaires de seconde génération. Tel est le thème des journées portes ouvertes qui se sont tenues dans les différents lycées techniques du Cameroun. Le lycée technique de Loum, dans le Mungo, région du littoral, rehaussé d'une dizaine de stands d'exposition, a permis de présenter les échantillons du savoir-faire des apprenants au public. Tout s'est déroulé sous la supervision du proviseur de ce lycée qui a invité les jeunes à opter pour l'enseignement technique. Je veux encourager tous les enfants, sinon la majorité, à faire l'enseignement technique. Parce que l'enseignement technique, véritablement, c'est l'école de demain. Au stand maçonnerie, Cuissy Rodrigue, élève en classe de terminale F4 au lycée technique de Loum, explique avec passion le choix de sa filière. Ce qui m'a motivé à choisir la maçonnerie, parce que c'est une branche qui m'a plu depuis quand j'étais petit. Le fait de voir des grands édifices. Ces journées portes ouvertes, devenues une tradition, sont un moyen de développer l'esprit entrepreneurial. Seulement, ces apprenants disent de craindre de ne pas vivre de leur savoir-faire plus tard. La chose que nous déplorons, c'est que l'État camerounais, quand il y en a des grands chantiers dans notre pays, ils cherchent les techniciens hors du pays pour venir travailler. Pourtant, nous sommes les jeunes Camerounais. Ces expositions se sont faites en présence du sous-préfet de cette localité qui a à cet effet encouragé les jeunes de continuer à développer leurs compétences professionnelles dans différents domaines. Que ce soit le compte où j'ai été émerveillé, les entrepreneurs ou les hommes d'affaires vont trouver leur compte. Moi, je suis disposé. Coordonné par le ministère des enseignements secondaires, ce système d'éducation vise ainsi à assurer la promotion et le rayonnement de l'enseignement technique offert au Cameroun. En bref, à présent, cet exercice militaire multinational qui s'est déroulé à la base navale à Douala, baptisé au Bangamé. L'exercice a regroupé les forces marines équato-guinéennes, gabonaises et camerounaises pour améliorer leur capacité de coordination en vue de protéger l'espace maritime du golfe de Guinée. Un exercice conduit par les États-Unis d'Amérique en coordination avec les forces marines des 3 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Sur les enjeux de cet exercice baptisé au Bangamé, je vous propose de suivre le commandant de la base navale, capitaine Njana Mvondo Christophe.
C'est un entraînement et il faut toujours prolonger et continuer à s'entraîner pour être meilleur. Nous avons eu le temps d'identifier nos menaces et nos vulnérabilités. Alors, en fonction de ces menaces et ces vulnérabilités qu'il faut absolument régler, nous sommes obligés de choisir les thèmes qui se rapprochent de plus en plus de nos problèmes. Nous pensons que le concept de Bangamé Express est une réussite. Nous avons commencé avec peu de pays et nous constatons que la mer est de plus en plus sécurisée. Et si le nombre de participants augmente chaque année, et nous remercions infiniment notre partenaire stratégique dans les États-Unis d'Amérique qui ne cesse de nous appuyer sur les problèmes de sécurité maritime. Les femmes Balungu à Bangou, désormais dotées d'un pagne confectionné par l'un de leurs fils du village, une initiative qui vise à développer, à renforcer l'identité culturelle de cette communauté. Reportage Eric Martial Diomo. Danse et célébration au sein de la communauté Balungu de Douala. Les femmes de ce village, situé dans le département des Hauts-Plateaux, ont reçu des pagnes confectionnés par une entreprise de la place et qui feront désormais office de tenue pour les événements officiels les impliquant. L'inauguration de ce pagne au foyer Balungu de Douala, situé au quartier Dakar, a été particulièrement courue. Les femmes issues des quartiers Tunkok, Titi, Mbwecha, entre autres, n'ont pas manqué de marquer leur reconnaissance aux donateurs, Mwemba Sob Batswe Daniel. Nous sommes très satisfaits. Nous remercions M. le Président, le chef de la communauté, le chef de la communauté, le chef Mwemba, qui nous a offert ce pas. Nous prions les femmes dans le monde de Douala qu'il augmente, qu'il ajoute beaucoup d'années à nos maris. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et merci pour tous ceux qui ont confectionné ces capas pour nous. Ma joie est immense parce que c'est pour une première fois, je vois ce que je n'ai pas encore vu. Et je me dis que c'est un bon départ pour Balungu, pour tous les quartiers de Balungu, pour renouveler, innover Balungu par tous les moyens. Et ça sera une continuité dans l'activité. Ce dernier situe son geste envers les femmes Balungu dans la lignée du développement et du rayonnement du village à travers celle-ci. Dans mon temps d'enfance, mon espoir était de récompenser ma mère, votre face. Malheureusement, je l'ai perdu très tôt. Et après, j'ai pensé que ce que je n'ai pas pu donner à ma mère, je donnerai aux autres mamans. Donc c'est pour cette raison que j'ai pensé que au lieu d'aller faire une immeuble, je vais penser à ma maman pour que ce soit une affaire inoubliable. Le président de la communauté Balungu de Douala et plusieurs chefs de quartier présents à cette cérémonie d'inauguration ont magnifié le geste du donateur en promettant d'imiter le bon exemple. Ouais, vous savez, Balungu hier vivait en famille. Aujourd'hui, nous sommes communauté et c'est un nouveau départ pour Balungu. Donc, ce pagne annonce un nouvel avenir pour le village Balungu, pour la communauté Balungu tout entière. Sentiment de joie, sentiment de fierté, dans le sens que nous venons aujourd'hui pour accompagner l'œuvre de M. Mwemba Sob Batswe Daniel. C'est le moment ici pour nous, n'est-ce pas, d'honorer la femme. Vous savez, dans la vie, tout passe par la femme, tout commence par la femme et tout se termine par la femme. Et notre présence, le but pour nous d'être ici aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est d'accompagner Mwemba Sob Batswe dans ses idéaux qui sont pour moi les meilleurs et promettre à nos mamans que nous copions, n'est-ce pas, les bonnes manières de Mwemba Sob et qu'à l'avenir nous ferons mieux. Après Douala, les femmes Balungu des autres villes et villages du Cameroun recevront à leur tour ce pagne, nouveau décor textile dans la sphère culturelle déjà assez riche des Balungu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.